Welcome, welcome back to the Midnight Show. Des vidéos ASMR, long format pour t'endormir avec moi. Ce soir, on termine la série lecture d'Halloween bilingue. Je vous lis donc la dernière partie de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue, d'abord en français et ensuite en anglais. C'est parti. Toutes les bougies du décor sont des fausses bougies. Ne reproduisez pas un décor comme ça avec des vraies bougies chez vous, s'il vous plaît. C'est parti pour le français. Alors j'examinais le clou. Il était aussi gros que l'autre et fixé de la même manière, enfoncé presque jusqu'à la tête. Vous direz que j'étais embarrassée, mais si vous avez une pareille pensée, c'est que vous vous êtes mépris sur la nature de mes inductions. Pour me servir d'un terme de jeu, je n'avais pas commis une seule faute. Je n'avais pas perdu la piste un seul instant. Il n'y avait pas une lacune d'un anneau à la chaîne. J'avais suivi le secret jusque dans sa dernière phase, et cette phase, c'était le clou. Il ressemblait, dis-je, sous tous les rapports, à son voisin de l'autre fenêtre. Mais ce fait, quelque concluant qu'il fût en apparence, devenait absolument nul en face de cette considération dominante, à savoir que là, à ce clou, finissait le fil conducteur. Il faut, me dis-je, qu'il y ait dans ce clou quelque chose de défectueux. Je le touchai, et la tête, avec un petit morceau de la tige, un quart de pouce environ, me resta dans les doigts. Le reste de la tige était dans le trou où elle s'était cassée. Cette fracture était fort ancienne, car les bords étaient incrustés de rouille, et elle avait été opérée par un coup de marteau qui avait enfoncé en partie la tête du clou dans le fond du châssis. Je rajustai soigneusement la tête avec le morceau qui la continuait, et le tout figura un clou intact. La fissure était inappréciable. Je pressai le ressort. Je levai doucement la croisée de quelques pouces. La tête du clou vint avec elle, sans bouger de son trou. Je refermai la croisée, et le clou offrit de nouveau le semblant d'un clou complet. Jusqu'ici, l'énigme était débrouillée. L'assassin avait fui par la fenêtre qui touchait au lit. Qu'elle fût retombée d'elle-même après la fuite, ou qu'elle eût été fermée par une main humaine, elle était retenue par le ressort, et la police avait attribué cette résistance au clou. Aussi, toute enquête ultérieure avait été jugée superflue. La question maintenant était celle du mode de descente. Sur ce point, j'avais satisfait mon esprit dans notre promenade autour du bâtiment. À 5 pieds et demi environ de la fenêtre en question, court une chaîne de paratonnerres. De cette chaîne, il eût été impossible à n'importe qui d'atteindre la fenêtre, à plus forte raison d'entrer. Toutefois, j'ai remarqué que les volets du 4e étage étaient du genre particulier que les menuisiers parisiens appellent ferrades, genre de volet fort peu usité aujourd'hui, mais qu'on rencontre fréquemment dans les vieilles maisons de Lyon et de Bordeaux. Ils sont faits comme une porte ordinaire, porte simple et non pas à double battant, à l'exception que la partie inférieure est façonnée à jour et treillissée, ce qui donne aux mains une excellente prise. Dans le cas en question, ces volets sont larges, de 3 bons pieds et demi. Nous avons une illustration. Quand nous les avons examinés du derrière de la maison, ils étaient tous les deux ouverts à moitié, c'est-à-dire qu'ils faisaient angle droit avec le mur. Il est présumable que la police a examiné comme moi les derrières du bâtiment, mais en regardant ces ferrades dans le sens de leur largeur, comme elle les a vues inévitablement, elle n'a sans doute pas pris garde à cette largeur même, ou du moins elle n'y a pas attaché l'importance nécessaire. En somme, les agents,
quand il a été démontré pour eux que la fuite n'avait pu s'effectuer de ce côté, ne leur ont appliqué qu'un examen fort succinct. Toutefois, il était évident pour moi que le volet appartenant à la fenêtre située au chevet du lit, si on le supposait rabattu contre le mur, se trouverait à 2 pieds de la chaîne du paratonnerre. Il était clair aussi que, par l'effort d'une énergie et d'un courage insolites, on pouvait, à l'aide de la chaîne, avoir opéré une invasion par la fenêtre. Arrivé à cette distance de 2 pieds et demi, je suppose maintenant le volet complètement ouvert. Un voleur aurait pu trouver dans le treillage une prise solide. Il aurait pu dès lors, en lâchant la chaîne, en assurant bien ses pieds contre le mur et en s'élançant vivement, tomber dans la chambre et attirer violemment le volet avec lui, de manière à le fermer. En supposant toutefois la fenêtre ouverte en ce moment-là, remarquez bien, je vous prie, que j'ai parlé d'une énergie très peu commune, nécessaire pour réussir dans une entreprise aussi difficile, aussi hasardeuse. Mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire, en second lieu et principalement d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire, presque surnaturel, de l'agilité nécessaire pour l'accomplir. Vous direz sans doute en vous servant de la langue judiciaire que, pour donner ma preuve a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les us de la raison. Mon objet final, c'est la vérité. Mon but actuel, c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix si particulière, de cette voix aiguë ou âpre, de cette voix saccadée, dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de 2 témoins, et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés, de syllabisation. À ces mots, une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit. Il me semblait être à la limite de la compréhension sans pouvoir comprendre, comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler. Mon ami continua son argumentation. Vous voyez, dit-il, que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée. Il était dans mon plan de démontrer qu'elles se sont effectuées de la même manière et sur le même point. Retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre. Examinons toutes les particularités. Les tiroirs de la commode, dit-on, ont été mis au pillage, et cependant, on y a trouvé plusieurs articles de toilette intacts. Cette conclusion est absurde, c'est une simple conjecture. Une conjecture passablement niaise, et rien de plus. Comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient? Madame l'Espanaye et sa fille menaient une vie excessivement retirée, ne voyaient pas le monde, sortaient rarement, avaient donc peu d'occasion de changer de toilette. Ce qu'on a trouvé était au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux que possédait vraisemblablement ces dames. Et si un voleur en avait pris quelques-uns, pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs? Pourquoi ne les aurait-il pas tous pris? Bref, pourquoi aurait-il abandonné ces 4000 francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge? L'or a été abandonné. La presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet, dans les sacs. Je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt, idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent, délivrées à la porte même de la maison. Des coïncidences 10 fois plus remarquables que celle-ci, la livraison de l'argent et le meurtre commis 3 jours après sur le propriétaire, se présentent dans chaque heure de notre vie sans attirer notre attention, même une minute. En général, les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités, théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes. Dans le cas présent, si l'or avait disparu, le fait qu'il avait été délivré 3 jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une
coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt, mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque, il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qui l'a fait agir. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention, cette voix particulière, cette agilité sans pareille et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée, la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes. Dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée, vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre, quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines, même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes. Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture, et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en tirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux, des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois. Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. À leurs racines grumelées, affreux spectacle, adhéraient des fragments de cuir chevelu, preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup. Non seulement le cou de la vieille dame était coupé, mais la tête absolument séparée du corps. L'instrument était un simple rasoir. Je vous prie de remarquer cette férocité bestiale. Je ne parle pas des meurtrissures du corps de Madame l'Espanaye. Monsieur Dumas et son honorable confrère, Monsieur Étienne, ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contondant, et en cela ces messieurs furent tout à fait dans le vrai. L'instrument contondant a été évidemment le pavé de la cour sur laquelle la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit. Cette idée, quelque simple qu'elle apparaisse maintenant, a échappé à la police par la même raison qui l'a empêché de remarquer la largeur des volets, parce que grâce à la circonstance des clous, sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes. Si maintenant, subsidiairement, vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible, absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or, pour vous, qu'en ressort-il? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination? Je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question. Un fou, dis-je, aura commis ce meurtre, quelque maniaque furieux échappé à une maison de santé du voisinage. Pas trop mal, répliqua-t-il, votre idée est presque applicable, mais les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne sont jamais accordées avec ce qu'on dit de cette voix singulière entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié. En outre, le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main. J'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de Madame l'Espanaye. Dites-moi ce que vous en pensez. Dupin, dis-je, complètement bouleversé. Ces cheveux sont bien extraordinaires. Ce ne sont pas là des cheveux humains. Je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels, dit-il,
Mais avant de nous décider sur ce point, je désire que vous jetiez un coup d'œil sur le petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier. C'est un fac-similé qui représente ce que certaines dépositions définissent. Les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles trouvées sur le cou de mademoiselle l'Espanaye, et que M. Dumas et Étienne appellent une série de taches livides, évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez, continua mon ami, en déployant le papier sur la table, que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence que les doigts aient glissé. Chaque doigt a gardé, peut-être jusqu'à la mort de la victime, la terrible prise qu'il s'était faite et dans laquelle il s'est moulé. Essayez maintenant de placer tous vos doigts en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. J'essayais, mais inutilement. Il est possible, dit Dupin, que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive. Le papier est déployé sur une surface plane et la gorge humaine est cylindrique. Voici un rouleau de bois dont la circonférence est à peu près celle d'un cou. Étalez le dessin tout autour et recommençons l'expérience. J'obéis, mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois. Ceci, dis-je, n'est pas la trace d'une main humaine. Maintenant, dit Dupin, lisez ce passage de Cuvier. C'était l'histoire minutieuse, anatomique et descriptive du grand orang-outan fauve des îles de l'Inde orientale. Tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature, la force et l'agilité prodigieuses, la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère. Je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre. La description des doigts, dis-je, quand j'eus fini la lecture, s'accorde parfaitement avec le dessin. Je vois qu'aucun animal, excepté un orang-outan et de l'espèce en question, n'aurait pu faire des marques telles que celles que vous avez dessinées. Cette touffe de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier, mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère. D'ailleurs, on a entendu deux voix se disputer, et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un Français. C'est vrai, et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix, l'expression « Mon Dieu ». Ces mots, dans les circonstances présentes, ont été caractérisés par l'un des témoins, Montagny, le confiseur, comme exprimant un reproche et une remontrance. C'est donc sur ces deux mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme. Un Français a eu connaissance du meurtre. Il est possible, il est même plus que probable, qu'il est innocent de toute participation à cette affaire sanglante. L'orang-outan a pu lui échapper. Il est possible qu'il ait suivi sa trace jusqu'à la chambre, mais que dans les circonstances terribles qui ont suivi, il n'a pas pu s'emparer de lui. L'animal est encore libre. Je ne poursuivrai pas ces conjectures, je n'ai pas le droit d'appeler ces idées d'un autre nom, puisque les ombres de réflexion qui leur servent de base sont d'une profondeur à peine suffisante pour être appréciées par ma propre raison, et que je ne prétendrai pas qu'elles fussent appréciables pour une autre intelligence. Nous les nommerons donc des conjonctures, et nous ne les prendrons que pour telles. Si le Français en question est, comme je le suppose, innocent de cette atrocité, cette annonce que j'ai laissée hier au soir pendant que nous retournions au logis dans les bureaux du journal Le Monde, feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins, l'amènera chez nous. Il me tendit un papier et je le lus. Avis. On a trouvé dans le bois de Boulogne le matin du courant, c'était le matin de l'assassinat, de fort bonne heure, un énorme orang-outan fauve de l'espèce de Bornéo. Le propriétaire, qu'on sait être un marin appartenant à l'équipage d'un navire maltais, peut retrouver l'animal après en avoir donné un signalement satisfaisant et rembourser quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardé. S'adresser rue numéro Faubourg Saint-Germain au 3e. Comment avez-vous pu, demandai-je à Dupin, savoir que l'homme était un marin et qu'il appartenait à un navire maltais?
Je ne le sais pas, dit-il, je n'en suis pas sûr. Voici toutefois un petit morceau de ruban qui, j'en juge par sa forme et son aspect graisseux, a évidemment servi à nouer les cheveux en une de ces longues queues qui rendent les marins si fiers et si faraud. En outre, ce nœud est un de ces nœuds que peu de personnes savent faire, excepté les marins, et il est particulier aux Maltais. J'ai ramassé le ruban au bas de la chaîne du paratonnerre. Il est impossible qu'il ait appartenu à l'une des deux victimes. Après tout, si je me suis trompée en induisant de ce ruban que le Français est un marin appartenant à un navire maltais, je n'aurais fait de mal à personne avec mon annonce. Si je suis dans l'erreur, il supposera simplement que j'ai été fourvoyée par quelques circonstances dont il ne prendra pas la peine de s'enquérir. Mais si je suis dans le vrai, il y aura un grand point de gagné. Le Français, qui a connaissance du meurtre, bien qu'il en soit innocent, hésitera naturellement à répondre à l'annonce, à réclamer son orang-outan. Il raisonnera ainsi. Je suis innocent, je suis pauvre, mon orang-outan est d'un grand prix, c'est presque une fortune dans une situation comme la mienne. Pourquoi le perdrais-je? Par quelque niaise appréhension de danger. Le voilà, il est sous ma main. On l'a trouvé dans le bois de Boulogne, à une grande distance du théâtre du meurtre. Soupçonnera-t-on jamais qu'une bête brute ait pu faire le coup? La police est dépistée. Elle n'a pu retrouver le plus petit fil conducteur. Quand même on serait sur la piste de l'animal. Il serait impossible de me prouver que j'ai eu connaissance de ce meurtre ou de m'incriminer en raison de cette connaissance. Enfin, et avant tout, je suis connu. Le rédacteur de l'annonce me désigne comme le propriétaire de la bête, mais je ne sais pas jusqu'à quel point s'étend sa certitude. Si j'évite de réclamer une propriété d'une aussi grosse valeur qui est connue pour m'appartenir, je puis attirer sur l'animal un dangereux soupçon. Ce serait de ma part une mauvaise politique d'appeler l'attention sur moi ou sur la bête. Je répondrai décidément à l'avis du journal, je reprendrai mon orang-outan et je l'enfermerai solidement jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée. En ce moment, nous entendîmes un pas qui montait l'escalier. « Apprêtez-vous, dit Dupin, prenez vos pistolets, mais ne vous en servez pas, ne les montrez pas avant un signal de moi. » On avait laissé ouverte la porte cochère, et le visiteur était entré sans sonner et avait gravi plusieurs marches de l'escalier. Mais on eût dit maintenant qu'il hésitait. Nous l'entendions redescendre. Dupin se dirigea vivement vers la porte, quand nous l'entendîmes qui remontait. Cette fois, il ne battit pas en retraite, mais s'avança délibérément et frappa à la porte de notre chambre. « Entrez, dit Dupin d'une voix gaie et cordiale. Un homme se présenta. C'était évidemment un marin, un grand, robuste et musculeux individu, avec une expression d'audace de tous les diables qui n'était pas du tout déplaisante. Sa figure, fortement hâlée, était plus d'à moitié cachée par les favoris et les moustaches. Il portait un gros bâton de chêne, mais ne semblait pas autrement armé. Il nous salua gauchement et nous souhaita le bonsoir avec un accent français qui, bien que légèrement bâtardé de Suisse, rappelait suffisamment une origine parisienne. « Asseyez-vous, mon ami, dit Dupin. Je suppose que vous venez pour votre orang-outan. Sur ma parole, je vous l'envie presque. Il est remarquablement beau, et c'est sans doute une bête d'un grand prix. Quel âge lui donnez-vous bien ?» Le matelot aspira longuement, de l'air d'un homme qui se trouve soulagé d'un poids intolérable, et répliqua d'une voix assurée. « Je ne saurais trop vous dire. Cependant, il ne peut guère avoir plus de 4 ou 5 ans. Est-ce que vous l'avez ici? Oh, non, nous n'avions pas de lieu commode pour l'enfermer. Il est dans une écurie de manège, près d'ici, rue du Bourg. Vous pourrez l'avoir demain matin. Ainsi, vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété. » « Oui, monsieur, certainement. Je serais vraiment peiné de m'en séparer, dit Dupin. « Je n'entends pas, dit l'homme, que vous ayez pris tant de peine pour rien. Je n'y ai pas compté. Je paierai volontiers une récompense à la personne qui a retrouvé l'animal. Une récompense raisonnable, s'entend. »« Fort bien, répliqua mon ami. Tout cela est fort juste en vérité.
Voyons, que donneriez-vous bien? Ah, je vais vous le dire. Voici quelle sera ma récompense. Vous me raconterez tout ce que vous savez relativement aux assassinats de la rue Morgue. Dupin prononça ces derniers mots d'une voix très basse et fort tranquillement. Il se dirigea vers la porte avec la même placidité, la ferma et mit la clé dans sa poche. Il tira un pistolet de son sein et le posa sans le moindre émoi sur la table. La figure du marin devint pourpre, comme s'il en était aux agonies d'une suffocation. Il se dressa sur ses pieds et saisit son bâton, mais une seconde après, il se laissa retomber sur son siège, tremblant violemment et la mort sur le visage. Il ne pouvait articuler une parole, je le plaignais du plus profond de mon cœur. Mon ami, dit Dupin d'une voix pleine de bonté, vous vous alarmez sans motif, je vous assure. Nous ne voulons vous faire aucun mal. Sur mon honneur de galant homme et de Français, nous n'avons aucun mauvais dessein contre vous. Je sais parfaitement que vous êtes innocent des horreurs de la rue Morgue. Cependant, cela ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqué. Le peu que je vous ai dit doit vous prouver que j'ai eu sur cette affaire des moyens d'information dont vous ne seriez jamais douté. Maintenant, la chose est claire pour nous. Vous n'avez rien fait que vous ayez pu éviter. Rien, à coup sûr, qui vous rende coupable. Vous auriez pu voler impuniment. Vous n'avez même pas été coupable de vol. Vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez aucune raison de cacher quoi que ce soit. D'un autre côté, vous êtes contraint par tous les principes de l'honneur à confesser tout ce que vous savez. Un homme innocent est actuellement en prison, accusé de crimes dont vous pouvez indiquer l'auteur. Pendant que Dupin prononçait ces mots, le matelot avait recouvré en grande partie sa présence d'esprit, mais toute sa première hardiesse avait disparu. « Que Dieu me soit en aide, dit-il, après une petite pause. Je vous dirai tout ce que je sais sur cette affaire, mais je n'espère pas que vous en croyiez la moitié. Je serais vraiment un sot si je l'espérais. Cependant, je suis innocent et je dirai tout ce que j'ai sur le cœur, quand même il m'en coûterait la vie. Voici en substance ce qu'il nous raconta. Il avait fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien. Une bande de matelots, dont il faisait partie, débarqua à Bornéo et pénétra dans l'intérieur pour y faire une excursion d'amateurs. Lui et un de ses camarades avaient pris l'orang-outan. Ce camarade mourut, et l'animal devint donc sa propriété exclusive à lui. Après bien des embarras causés par l'indomptable férocité du captif pendant la traversée, il réussit à la longue à le loger sûrement dans sa propre demeure, à Paris, et pour ne pas attirer sur lui-même l'insupportable curiosité des voisins, il avait soigneusement enfermé l'animal jusqu'à ce qu'il l'eût guéri d'une blessure au pied qu'il s'était faite à bord avec une esquille. Son projet, finalement, était de le vendre. Comme il revenait une nuit, ou plutôt un matin, le matin du meurtre, d'une petite orgie de matelots, il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher. Elle s'était échappée du cabinet voisin, où il la croyait solidement enfermée. Un rasoir à la main et toute barbouillée de savon, elle était assise devant un miroir et essayait de se raser, comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître en l'épiant par le trou de la serrure. Terrifié en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce, parfaitement capable de s'en servir, l'homme, pendant quelques instants, n'avait su quelle partie prendre. D'habitude, il avait dompté l'animal, même dans ses accès les plus furieux, par les coups de fouet, et il voulut y recourir cette fois encore, mais en voyant le fouet, l'orang-outan bondit à travers la porte de la chambre, dégringola par les escaliers, et profitant d'une fenêtre ouverte par malheur, il se jeta dans la rue. Le Français, désespéré, poursuivit le singe. Celui-ci, tenant toujours son rasoir d'une main, s'arrêtait de temps en temps, se retournait et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait, jusqu'à ce qu'il se vît près d'être atteint, puis il reprenait sa course. Cette chasse dura un bon bout de temps, les rues étaient profondément tranquilles, et il pouvait être 3 heures du matin.
En traversant un passage derrière la rue Morgue, l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre ouverte de Madame l'Espanaye au 4e étage de sa maison. Il se précipita vers le mur, il aperçut la chaîne du paratonnerre, y grimpa avec une inconcevable agilité, saisit le volet qui était complètement rabattu contre le mur, et en s'appuyant dessus, il s'élança droit sur le chevet du lit. Toute cette gymnastique ne dura pas une minute. Le volet avait été repoussé contre le mur par le bond que l'orang-outan avait fait en se jetant dans la chambre. Cependant, le matelot était à la fois joyeux et inquiet. Il avait donc bonne espérance de ressaisir l'animal qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré et d'où on pouvait lui barrer la fuite. Ayant aperçu cette illustration, je n'ai eu aucun suspense pendant toute l'histoire. D'un autre côté, il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison. Cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif. Il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre, mais quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre, située assez loin sur sa gauche, il se trouva fort empêché. Tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise dans l'excès de la terreur. C'était alors que s'élevaient les horribles cris qui, à travers le silence de la nuit, réveillèrent en sursaut les habitants de la rue Morgue. Madame l'Espanaye et sa fille, vêtues de leur toilette de nuit, étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il a été fait mention et qui avait été traîné au milieu de la chambre. Il était ouvert et tout son contenu était éparpillé sur le parquet. Les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre et, à en juger par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris, il est probable qu'elles ne l'aperçurent pas tout de suite. Le claquement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent. Quand le matelot regarda dans la chambre, le terrible animal avait empoigné Madame l'Espanaye par ses cheveux qui étaient épars et qu'elle peignait, et il agitait le rasoir autour de sa figure en imitant les gestes d'un barbier. La fille était par terre, immobile. Elle s'était évanouie. Les cris et les efforts de la vieille dame pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de l'orang-outan d'un coup rapide de son bras musculeux. Il sépara presque la tête du corps. La vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents, il lançait du feu par les yeux, il se jeta sur le corps de la jeune personne. Il lui ensevelit ses terribles griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte. Ses yeux égarés et sauvages tombèrent en ce moment sur le chevet du lit, au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître, paralysé par l'horreur. La furie de la bête, qui sans aucun doute se souvenait du terrible fouet, se changea immédiatement en frayeur. Sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment, elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action, et bondissait à travers la chambre dans un accès d'agitation nerveuse, bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements et arrachant les matelas du lit. Finalement, elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée, dans la posture où elle fut trouvée, puis de celui de la vieille dame qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre. Comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé, le matelot épouvanté se baissa et se laissant couler le long de la chaîne sans précaution, il s'enfuit tout d'un trait jusqu'à chez lui, redoutant les conséquences de cette atroce boucherie et dans sa terreur, abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son orang-outan.
Les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi mêlées au glapissement diabolique de la bête. Je n'ai presque rien à ajouter. L'orang-outan s'était sans doute échappé de la chambre par la chaîne du paratonnerre, juste avant que la porte fût enfoncée. En passant par la fenêtre, il l'avait évidemment refermée. Il fut rattrapé plus tard par le propriétaire lui-même, qui le vendit pour un bon prix au jardin des plantes. Le pont fut immédiatement relâché, après que nous eûmes raconté toutes les circonstances de l'affaire, assaisonné de quelques commentaires de Dupin dans le cabinet même du préfet de police. Ce fonctionnaire, quelque bien disposé qu'il fût envers mon ami, ne pouvait pas absolument déguiser sa mauvaise humeur en voyant l'affaire prendre cette tournure, et se laissa aller à un ou deux sarcasmes sur la manie des personnes qui se mêlaient de ses fonctions. « Laissez-le parler, dit Dupin, qui n'avait pas jugé à propos de répliquer. Laissez-le jaser, cela allégera sa conscience. Je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain. Néanmoins, qu'il n'ait pas pu débrouiller ce mystère, il n'y a nullement lieu de s'en étonner, et cela est moins singulier qu'il ne le croit, car en vérité, notre ami le préfet est un peu trop fin pour être profond. Sa science n'a pas de base, elle est toute en tête et n'a pas de corps, comme les portraits de la déesse Laverna, ou, si vous aimez mieux, toute en tête et en épaules, comme une morue. Mais après tout, c'est un brave homme. Je l'adore particulièrement pour un merveilleux genre de conte auquel il doit sa réputation de génie. Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Eh bien voilà les amis, mystère résolu. Est-ce que vous aviez deviné le dénouement avant qu'on nous le dise ou pas? Ça va être maintenant l'heure de l'anglais. I now looked at the nail. It was as stout as the other, and apparently fitted in the same manner, driven in nearly up to the head. You will say that I was puzzled, but if you think so, you must have misunderstood the nature of the inductions. To use a sporting phrase, I had not been once at fault. The scent had never for an instant been lost. There was no flaw in any link of the chain. I had traced the secret to its ultimate result, and that result was the nail. It had, I say, in every respect the appearance of its fellow in the other window, but this fact was an absolute nullity, conclusive as it might seem to be, when compared with the consideration that here, at this point, terminated the clue. There must be something wrong, I said, about the nail. I touched it, and the head, with about a quarter of an inch of the shank, came off in my fingers. The rest of the shank was in the gimlet hole, where it had been broken off. The fracture was an old one, for its edges were encrusted with rust, and had apparently been accomplished by the blow of a hammer, which had partially embedded in the top of the bottom sash the head portion of the nail. I now carefully replaced this head portion in the indentation whence I had taken it, and the resemblance to a perfect nail was complete. The fissure was invisible. Pressing the spring, I gently raised the sash for a few inches. The head went up with it, remaining firm in its bed. I closed the window, and the semblance of the whole nail was again perfect. The riddle, so far,
had escaped through the window which looked upon the bed, dropping of its own accord upon its exit, or perhaps purposely closed. It had become fastened by the spring, and it was the retention of this spring which had been mistaken by the police for that of the nail, further inquiry being thus considered unnecessary. The next question is that of the mode of descent. Upon this point I had been satisfied in my walk with you around the building. About 5 feet and a half from the casement in question there runs a lightning road. From this road it would have been impossible for anyone to reach the window itself, to say nothing of entering it. I observed, however, that the shutters of the 4th story were of the peculiar kind called by Parisian carpenters ferrade, a kind rarely employed at the present day, but frequently seen upon very old mansions at Lyon and Bordeaux. They are in the form of an ordinary door, a single, not a folding door, except that the lower half is latticed or worked in open trellis, thus affording an excellent hold for the ends. In the present instance, these shutters are fully 3 feet and a half broad. When we saw them from the rear of the house, they were both about half open. That is to say, they stood off at right angles from the wall. It is probable that the police, as well as myself, examined the back of the tenement, but if so, in looking at these ferrades in the line of their breadth, as they must have done, they did not perceive this great breadth itself, or at all events failed to take it into due consideration. In fact, having once satisfied themselves that no egress could have been made in this quarter, they would naturally bestow here a very cursory examination. It was clear to me, however, that the shutter belonging to the window at the head of the bed would, if swung fully back to the wall, reach to within 2 feet of the lightning rod. It was also evident that, by exertion of a very unusual degree of activity and courage, an entrance into the window from the road might have been thus effected. By reaching to the distance of 2 feet and a half, we now suppose the shutter open to its whole extent. A robber might have taken a firm grasp upon the trellis work, letting go then his hold upon the rod, placing his feet securely against the wall, and springing boldly from it. He might have swung the shutter so as to close it, and, if we imagine the window open at the time, might even have swung himself into the room. I wish you to bear especially in mind that I have spoken of a very unusual degree of activity as requisite to success in so hazardous and so difficult a feat. It is my design to show you first that the thing might possibly have been accomplished, but secondly and chiefly I wish to impress upon your understanding the very extraordinary, the almost preternatural character of that agility which could have accomplished it. You will say, no doubt, using the language of law, that to make out my case I should rather undervalue than insist upon a full estimation of the activity required in this matter. This may be the practice in law, but it is not the usage of reason. My
object is only the truth. My immediate purpose is to lead you to place in juxtaposition that very unusual activity of which I have just spoken, with that very peculiar shrill or harsh and unequal voice, about whose nationality no two persons could be found to agree, and in whose utterance no syllabification could be detected. At these words, a vague and half-formed conception of the meaning of Dupin flitted over my mind. I seemed to be upon the verge of comprehension, without power to comprehend, as men at times find themselves upon the brink of remembrance, without being able in the end to remember. My friend went on with his discourse. You will see, he said, that I have shifted the question from the mode of egress to that of ingress. It was my design to convey the idea that both were effected in the same manner at the same point. Let us now revert to the interior of the room. Let us survey the appearances here. The drawers of the bureau, it is said, had been rifled, although many articles of apparel still remained within them. The conclusion here is absurd. It is a mere guess, a very silly one, and no more. How are we to know that the articles found in the drawers were not all these drawers had originally contained? Madame L'Espanaye and her daughter lived an exceedingly retired life, saw no company, seldom went out, had little use for numerous changes of habiliment. Those found were at least as good quality as any likely to be possessed by these ladies. If a thief had taken any, why did he not take the best? Why did he not take all? In a word, why did he abandon 4,000 francs in gold to encumber himself with a bundle of linen? The gold was abandoned, nearly the whole sum mentioned by Monsieur Mignot, the banker, was discovered in bags upon the floor. I wish you, therefore, to discard from your thoughts the blundering idea of motive engendered in the brains of the police by that portion of the evidence which speaks of money delivered at the door of the house. Coincidences 10 times as remarkable as this, the delivery of the money and murder committed within 3 days upon the party receiving it, happened to all of us every hour of our lives without attracting even momentary notice. Coincidences in general are great stumbling blocks in the way of that class of thinkers who have been educated to know nothing of the theory of probabilities, that theory to which the most glorious objects of human research are indebted for the most glorious of illustration. In the present instance, had the gold been gone, the fact of its delivery 3 days before would have formed something more than a coincidence. It would have been corroborative of the idea of motive, but under the real circumstances of the case, if we are to suppose gold the motive of this outrage, we must also imagine the perpetrator so vacillating an idiot as to have abandoned his gold and his motive together. Keeping now steadily in mind the points to which I have drawn your attention, that peculiar voice, that unusual agility, and that startling absence of motive in a murder so singularly atrocious as this, let us glance at the butchery itself. Here is a woman strangled to death by manual strength, and
and thrust up a chimney, head downward. Ordinary assassins employ no such modes of murder as this. Least of all do they thus dispose of the murderer. In the manner of thrusting the corpse up the chimney, you will admit that there was something excessively outré, something altogether irreconcilable with our common notions of human action, even when we suppose the actors the most depraved of men. Think, too, how great must have been that strength which could have thrust the body up such an aperture so forcibly that the united vigor of several persons was found barely sufficient to drag it down. Turn now to other indications of the employment of a vigor most marvellous. On the earth were thick tresses, very thick tresses, of grey human hair. These had been torn out by the roots. You are aware of the great force necessary in tearing thus from the head even 20 or 30 hairs together. You saw the locks in question, as well as myself. Their roots, a hideous sight, were clotted with fragments of the flesh of the scalp, sure token of the prodigious power which had been exerted in uprooting perhaps 500,000 of hairs at a time. The throat of the old lady was not merely cut, but the head absolutely severed from the body. The instrument was a mere razor. I wish you also to look at the brutal ferocity of these deeds. Of the bruises upon the body of Madame L'Espanaye I do not speak. Monsieur Dumas and his worthy coadjutor, Monsieur Etienne, have pronounced that they were inflicted by some obtuse instrument, and so far these gentlemen are very correct. The obtuse instrument was clearly the stone pavement in the yard, upon which the victim had fallen from the window which looked in upon the bed. This idea, however simple it may now seem, escaped the police for the same reason that the breadth of the shutters escaped them, because by the affair of the nails their perceptions had been hermetically sealed against the possibility of the windows having ever been opened at all. If now, in addition to all these things, you have properly reflected upon the odd disorder of the chamber, we have gone so far as to combine the ideas of an agility astounding, a strength superhuman, a ferocity brutal, a butchery without motive, a grotesquerie in horror absolutely alien from humanity, and a voice foreign in tone to the ears of men of many nations, and devoid of all distinct or intelligible syllabification. What result then has ensued? What impression have I made upon your fancy? I felt the creeping of the flesh as Dupin asked me the question. A madman, I said, has done this deed. Some raving maniac escaped from a neighboring maison de santé. In some respects, he replied, your idea is not irrelevant, but the voices of a madman, even in their wildest paroxysms, are never found to tally with that peculiar voice heard upon the stairs. Madmen are of some nation, and their language, however incoherent in its words, has always the coherence of syllabification. Besides, the air of a madman is not such as I now hold in my hand. I disentangled this little tuft from the rigidly clutched fingers of
l'Espagne. Tell me what you can make of it. Dupin, I said, completely unnerved. This hair is most unusual. This is no human hair. I have not asserted that it is, said he, but before we decide this point, I wish you to glance at the little sketch I have here traced upon this paper. It is a facsimile drawing of what has been described in one portion of the testimony as dark bruises and deep indentations of fingernails upon the throat of Mademoiselle L'Espanaye, and in another by Messieurs Dumas and Etienne, as a series of livid spots, evidently the impression of fingers. You will perceive, continued my friend, spreading out the paper upon the table before us, that this drawing gives the idea of a firm and fixed hold. There is no slipping apparent. Each finger has retained, possibly until the death of the victim, the fearful grasp by which it originally embedded itself. Attempt now to place all your fingers at the same time in the respective impressions as you see them. I made the attempt in vain. We are possibly not giving this matter a fair trial, he said. The paper is spread out upon a plain surface, but the human throat is cylindrical. Here is a billet of wood, the circumference of which is about that of the throat. Wrap the drawing around it and try the experiment again. I did so, but the difficulty was even more obvious than before. This, I said, is the mark of no human hand. Read now, replied Dupin, this passage from Cuvier. It was a minute anatomical and generally descriptive account of the large fulvous orangutan of the East Indian Islands, the gigantic stature, the prodigious strength and activity, the wild ferocity, and the imitative propensities of this mammalia are sufficiently well known to all. I understood the full horrors of the murder at once. The description of the digits, said I, as I made an end of reading, is in exact accordance with this drawing. I see that no animal but an orangutan of the species here mentioned could have impressed the indentations as you have traced them. This tuft of downy hair, too, is identical in character with that of the beasts of Cuvier, but I cannot possibly comprehend the particulars of this frightful mystery. Besides, there were two voices heard in contention, and one of them was unquestionably the voice of a Frenchman. True, and you will remember an expression attributed almost unanimously by the evidence to this voice. The expression, Mon Dieu, this, under the circumstances, has been justly characterized by one of the witnesses, Montagny, the confectioner, as an expression of remonstrance or expostulation. Upon these two words, therefore, I have mainly built my hopes of a full solution of the riddle. A Frenchman was cognizant of the murder. It is possible, indeed it is far more than probable, that he was innocent of all participation in the bloody transactions which took place. The orangutan may have escaped from him. He may have traced it to the chamber, but under the agitating circumstances which ensued, he could never have recaptured it. It is still at large. I will not
pursue these guesses, for I have no right to call them more, since the shades of reflection upon which they are based are scarcely of sufficient depth to be appreciable by my own intellect, and since I could not pretend to make them intelligible to the understanding of another, we will call them guesses then, and speak of them as such. If the Frenchman in question is indeed, as I suppose, innocent of this atrocity, this advertisement which I left last night upon our return home at the office of Le Monde, a paper devoted to the shipping interest and much thought by sailors, will bring him to our residence. He handed me a paper, and I read thus, quote, in the Bois de Boulogne, early in the morning, the morning of the murder, a very large, tawny orang-outan of the Bernese species, the owner, who is ascertained to be a sailor belonging to a Maltese vessel, may have the animal again, upon identifying it satisfactorily and paying a few charges arising from its capture and keeping. Call at number Rue Faubourg Saint-Germain au 3e. How was it possible, I asked, that you should know the man to be a sailor and belonging to a Maltese vessel? I do not know it, said Dupin. I am not sure of it. Here, however, is a small piece of ribbon which from its form and from its greasy appearance has evidently been used in tying the hair in one of those long queues of which sailors are so fond. Moreover, this knot is one which few besides sailors can tie, and is peculiar to the Maltese. I picked the ribbon up at the foot of the Lightning Road. It could not have belonged to either of the deceased. Now, if, after all, I am wrong in my induction from this ribbon that the Frenchman was a sailor belonging to a Maltese vessel, still I can have done no harm in saying what I did in the advertisement. If I am in error, you will merely suppose that I have been misled by some circumstance into which you will not take the trouble to inquire. But if I am right, a great point is gained. Cognizant, although innocent, of the murder, the Frenchman will naturally hesitate about replying to the advertisement. About demanding the orang-outan, he will reason thus: I am innocent, I am poor, my orang-outan is of great value. To one in my circumstances a fortune of itself. Why should I lose it through idle apprehensions of danger? Here it is within my grasp. It was found in the Bois de Boulogne, at a vast distance from the scene of that butchery. How can it ever be suspected that a brute beast should have done the deed? The police are at fault. They have failed to procure the slightest clue. Should they even trace the animal, it would be impossible to prove me cognizant of the murder, or to implicate me in guilt. On account of that cognizant, above all, I am known. The advertiser designates me as the possessor of the beast. I am not sure to what limit his knowledge may extend. Should I avoid claiming a property of so great value, which it is known that I possess, I will render the animal at least liable to suspicion. It is not my policy to attract attention either to myself or to the beast. I will insert the advertisement, get the orang-outan, and keep it close until this matter has blown over. At this moment, we heard a step upon the stairs. Be ready,
said Dupin, with your pistols, but neither use them, nor show them until at a signal from myself. The front door of the house had been left open, and the visitor had entered without ringing, and advanced several steps upon the staircase. Now, however, he seemed to hesitate. Presently we heard him descending. Dupin was moving quickly to the door, when we again heard him coming up. He did not turn back a second time, but stepped up with decision, and rapped at the door of our chamber. "Come in," said Dupin, in a cheerful and hearty tone. A man entered. He was a sailor, evidently, a tall, stout, and muscular-looking person, with a certain daredevil expression of countenance, not altogether unprepossessing. His face, greatly sunburnt, was more than half hidden by whisker and mustachio. He had with him a huge oaken cudgel, but appeared to be otherwise unarmed. He bowed awkwardly and bade us good evening in French accents, which, although somewhat Neufchatelish, were still sufficiently indicative of a Parisian origin. "Sit down, my friend," said Dupin. "I suppose you have called about the orang-outang. Upon my word, I almost envy you the possession of him, a remarkably fine and no doubt a very valuable animal. How old do you suppose him to be?" The sailor drew a long breath, with the air of a man relieved of some intolerable burden, and then replied, in an assured tone, "I have no way of telling, but he can't be more than 4 or 5 years old. Have you got him here?" "Oh, no, we had no conveniences for keeping him here. He is at the livery stable in the Rue du Bourg, just by. You can get him in the morning. Of course you are prepared to identify the property." "To be sure, I am, sir. I shall be sorry to part with him," said Dupin. "I don't mean that you should be at all this trouble for nothing, sir," said the man. "Couldn't expect it. I'm very willing to pay a reward for the finding of the animal, that is to say, anything in reason." "Well," replied my friend, "that is all very fair, to be sure. Let me think. What should I have? Oh, I will tell you. My reward should be this. You shall give me all the information in your power about these murders in the Rue Morgue." Dupin said the last words in a very low tone and very quietly. Just as quietly, too, he walked toward the door, locked it, and put the key in his pocket. He then drew a pistol from his bosom and placed it, without the least flurry, upon the table. The sailor's face flushed up as if he were struggling with suffocation. He started to his feet and grasped his cudgel, but the next moment he fell back into his seat, trembling violently, and with the countenance of death itself. He spoke not a word. I pitied him from the bottom of my heart. "My friend," said Dupin in a kind tone, "you are alarming yourself unnecessarily. You are indeed. We mean you no harm whatever. I pledge you the honor of a gentleman and of a Frenchman that we intend you no injury. I perfectly well know that you are innocent of the atrocities in the Rue Morgue. It will not do, however, to deny what you are in some measure implicated in them. From what I have already said, you must know that I have had means of information about this matter, means of which you could never have dreamed. Now the thing stands
Thus, you have done nothing which you could have avoided, nothing, certainly, which renders you culpable. You were not even guilty of robbery, when you might have robbed with impunity. You have nothing to conceal. You have no reason for concealment. On the other hand, you are bound by every principle of honor to confess all you know. An innocent man is now imprisoned, charged with that crime of which you can point out the perpetrator. The sailor had recovered his presence of mind in a great measure while Dupin uttered these words, but his original boldness of bearing was all gone. "So help me God," said he, after a brief pause, "I will tell you all I know about this affair, but I do not expect you to believe one half I say. I would be a fool indeed if I did. Still, I am innocent, and I will make a clean breast if I die for it." What he stated was, in substance, this. He had lately made a voyage to the Indian archipelago, a party of which he formed one, landed at Borneo and passed into the interior of an excursion of pleasure. Himself and a companion had captured the orangutan. This companion dying, the animal fell into his own exclusive possession. After great trouble occasioned by the intractable ferocity of his captive during the home voyage, he at length succeeded in lodging it safely at his own residence in Paris, where, not to attract toward himself the unpleasant curiosity of his neighbors, he kept it carefully secluded until such time as it should recover from a wound in the foot received from a splinter on board ship. His ultimate design was to sell it. Returning home from some sailor's frolic the night, or rather in the morning of the murder, he found the beast occupying his own bedroom, into which it had broken from a closet adjoining, where it had been, as was though securely confined. Razor in hand and fully lathered, it was sitting before a looking-glass, attempting the operation of shaving, in which it had no doubt previously watched its master through the keyhole of the closet. Terrified at the sight of so dangerous a weapon in the possession of an animal so ferocious and so well able to use it, the man for some moments was at a loss what to do. He had been accustomed, however, to quiet the creature, even in its fiercest moods, by the use of a whip, and to this he now resorted. Upon sight of it, the orangutan sprang at once through the door of the chamber, down the stairs, and thence through a window unfortunately open into the street. The Frenchman followed in despair, the ape, razor still in hand, occasionally stopping to look back and gesticulate at its pursuer until the latter had nearly come up with it. It then again made off. In this manner the chase continued for a long time. The streets were profoundly quiet, as it was nearly 3 o'clock in the morning. In passing down an alley in the rear of the Rue Morgue, the fugitive attention was arrested by a light gleaming from the open window of Madame L'Espanaye's chamber in the 4th story of her house. Rushing to the building, it perceived the lightning rod, clambered up with inconceivable agility, grasped the shutter, which was thrown fully back against the wall, and, by its means, swung itself directly upon the
headboard of the bed. The whole feat did not occupy a minute. The shutter was kicked open again by the orang-outan as it entered the room. The sailor, in the meantime, was both rejoiced and perplexed. He had strong hopes of now recapturing the brute, as it could scarcely escape from the trap into which it had ventured, except by the road, where it might be intercepted as it came down. On the other hand, there was much cause for anxiety as to what it might do in the house. This later reflection urged the man still to follow the fugitive. A lightning road is ascended without difficulty, especially by a sailor, but when he had arrived as high as the window, which lay far to his left, his career was stopped. The most that he could accomplish was to reach over so as to obtain a glimpse of the interior of the room. At this glimpse he nearly fell from his hold through excess of horror. Now it was that those hideous shrieks arose upon the night which has startled from slumber the inmates of the Rue Morgue. Madame L'Espanaye and her daughter, habited in their night clothes, had apparently been occupied in arranging some papers in the iron chest already mentioned, which had been wheeled into the middle of the room. It was open, and its contents lay beside it on the floor. The victims must have been sitting with their backs toward the window, and from the time elapsing between the ingress of the beast and the screams, it seemed probable that it was not immediately perceived. The flapping to of the shutter would naturally have been attributed to the wind. As the sailor looked in, the gigantic animal had seized Madame L'Espanaye by the hair, which was loose as she had been combing it, and was flourishing the razor about her face in imitation of the motions of her barber. The daughter lay prostrate and motionless. She had swooned. The screams and struggles of the old lady, during which the hair was torn from her head, had the effect of changing the probably pacific purposes of the orang-outan into those of wrath. With one determined sweep of its muscular arm, it nearly severed her head from her body. The sight of blood inflamed its anger into frenzy. Gnashing its teeth and flashing fire from its eyes, it flew upon the body of the girl and embedded its fearful talons in her throat, retaining its grasp until she expired. Its wandering and wild glances fell at this moment upon the head of the bed, over which the face of its master, rigid with horror, was just discernible. The fury of the beast, who no doubt bore still in mind the dreaded whip, was instantly converted into fear. Conscious of having deserved punishment, it seemed desirous of concealing its bloody deeds, and skipped about the chamber in an agony of nervous agitation, throwing down and breaking the furniture as it moved, and dragging the bed from the bedstead. In conclusion, it seized first the corpse of the daughter and thrust it up the chimney as it was found, then that of the old lady, which it immediately hurled through the window headlong. As the ape approached the casement with its mutilated burden, the sailor shrank aghast to the road, and rather gliding than clambering down it, hurried at once home, dreading the consequences of the butchery, and gladly
abandoning in his terror all solicitude about the fate of the orang-outan. The words heard by the party upon the staircase were the Frenchman's exclamations of horror and affright, commingled with the fiendish jabberings of the brute. I have scarcely anything to add. The orang-outan must have escaped from the chamber by the road just before the breaking of the door. It must have closed the window as it passed through it. It was subsequently caught by the owner himself, who obtained for it a very large sum at the Jardin des Plantes. Le Bon was instantly released upon a narration of the circumstances, with some comments from Dupin. At the bureau of the prefect of police, this functionary, however well disposed to my friend, could not altogether conceal his chagrin at the turn which affairs had taken, and was fain to indulge in a sarcasm or two about the propriety of every person minding his own business. "Let him talk," said Dupin, who had not thought it necessary to reply. "Let him discourse. It will ease his conscience. I am satisfied with having defeated him in his own castle. Nevertheless, that he failed in the solution of this mystery is by no means that matter for wonder which he supposes it, for in truth our friend the prefect is somewhat too cunning to be profound. In his wisdom is no stamen. It is all head and no body, like the picture of the goddess Laverna, or at best all head and shoulders, like a codfish. But he is a good creature after all. I like him especially for one master stroke of cant by which he has attained his reputation for ingenuity. I mean the way he has de nier ce qui est,